Bonjour, tu cherches à en savoir un peu plus sur la vie trépidante de Napoléon III? Alors cette vidéo est faite pour toi, sinon, toi-même tu sais. Bien, donc nous en étions à ce chapitre numéro 3 sur la difficile démocratie, la difficile mise en place de la démocratie à l'intérieur de cette France sous deux régimes, la Deuxième République ainsi que le Second Empire. Nous avions vu donc ensemble la partie sur la Deuxième République, nous en étions au Second Empire, notamment avec le Grand 2 sur cet empire autoritaire, et notamment donc le Grand 3 qui concernait les ambitions du régime impérial. Alors pour terminer cette partie, parce qu'on avait déjà un petit peu avancé, je vous laisse regarder une vidéo qui concerne toujours Napoléon III, notamment sur son idée de restaurer la puissance française. Nous en étions effectivement à ce désir du Second Empire de restaurer la puissance française au niveau international. Je vous laisse regarder la vidéo concernant Un café, une histoire, qui date de 2016, et ensuite je reviens vers vous. Et Napoléon III remporte aussi d'importants succès sur la scène internationale. En 1859, la France aide les Italiens à se libérer de la domination autrichienne. Elle reçoit Nice et la Savoie en remerciement et retrouve une place importante en Europe. Louis-Napoléon porte le nom de Bonaparte et il reste sans doute nostalgique de gloire militaire. Son régime a obtenu des succès sur la scène diplomatique, avec par exemple l'unification de l'Italie qui s'est faite vraiment sous la protection et l'égide de la France. Il pourrait s'en contenter, mais il y a ce rêve d'un empire. Avec la conquête de l'intérieur du Sénégal et la colonisation de la Kabylie en Algérie, la France renforce son influence sur le continent africain. Les expéditions en Orient aux côtés des Anglais aboutissent à la naissance de l'Indochine. Tout semble réussir à cet empire en marche. Au succès en politique étrangère s'ajoute une période de prospérité économique. Donc, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que nous voyons le but du Second Empire, donc ça vous pouvez le noter, que le but du Second Empire, c'est restaurer la puissance française, notamment au niveau international, car depuis 1815, la France est isolée sur le plan diplomatique au sein de l'Europe. Alors Napoléon III mène une politique internationale alternant négociation et guerre. 2 points, et premier tiré que vous pouvez noter sur 3. Donc le premier tiré, c'est la participation de la France à la guerre de Crimée, donc de 1854 à 1856, qui a causé la perte de 100 000 soldats français, mais qui s'achève sur une victoire diplomatique concrétisée par la signature du traité de Paris en 1856. En effet, le traité qui va être mis en place va être signé à l'intérieur du Second Empire, donc à l'intérieur de la France. C'est un prestige pour la diplomatie française et ça montre l'ouverture petit à petit de ce territoire français et notamment de Napoléon III qui réussit à s'immiscer dans le jeu des puissances. Alors, deuxième tiré que nous n'avions pas vu la dernière fois, ça vous pouvez le noter, c'est l'aide apportée à la réalisation de l'unité italienne, qui permet à Napoléon III d'ajouter la Savoie et le comté de Nice au territoire national en 1860, et que nous avons pu voir justement dans la vidéo. Et troisième point, toujours, nous pouvons voir dans la vidéo, que vous pouvez noter, enfin, l'empereur relance, et là vous pouvez le mettre en rouge, le terme de colonisation de l'Algérie, dès 1852, et de l'Afrique, entre parenthèses à partir du Sénégal, dès 1854. Alors la colonisation, qu'est-ce que finalement ce terme? Vous pouvez noter en rouge que c'est un processus par lequel un pays accapare le territoire, les ressources et la souveraineté d'un autre. Donc la France élargit le spectre de son territoire, notamment en essayant de s'accaparer des ressources, des terres en dehors du territoire français, et notamment ça passe par des territoires sur le continent africain. Alors, cette fois-ci, nous allons passer au Grand 3, qui est le dernier temps de chapitre, qui est intitulé L'Empire libéral de 1860 à 1870, et la première sous-partie, donc, qui concerne une reconnaissance très progressive des revendications démocratiques.
Alors, avant même de parler de ces critiques, on peut noter tout d'abord que Napoléon III a voulu très tôt, tout d'abord, inscrire son régime dans la durée et transmettre le pouvoir à son fils. C'est pour ça qu'il va prendre pour épouse la future impératrice, qui va lui donner un fils, donc Eugénie, qui va être véritablement représentante, si vous voulez, de ce désir d'héritage qui est voulu par Napoléon III, et qu'on peut voir justement sur cette question, notamment concernant la place des femmes, le rapport des femmes et de Napoléon III. C'est un personnage très particulier, Napoléon III, de ce côté-là. Alors, je vais vous laisser regarder justement un extrait toujours de la vidéo concernant Un café, une histoire sur Napoléon III, et cette fois-ci, sur un côté un peu plus trivial, l'histoire, bien à la fois son histoire avec Eugénie et sa longue histoire avec les femmes. Je vous laisse regarder ce passage et ensuite je reviens vers vous. Le 2 décembre de 1852, la République a définitivement vécu puisque on proclame le Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte aime les femmes, mais ne s'est guère soucié jusque-là d'en prendre une pour épouse. Face à ces nouvelles charges et compte tenu de son âge, il a près de 42 ans, et de la nécessité de s'assurer une descendance légitime, il se lance à la conquête d'une jeune femme parmi les plus belles qu'il rencontre à Paris. Elle se nomme Eugénie de Montijo. Il rencontre dans une soirée une Espagnole très belle, parce que c'est une femme d'une beauté rare, une beauté froide d'ailleurs. Et il sait que c'est Eugénie. Il lui fait emporter des fleurs, etc. Et puis, il lui fait une cour effrénée. Et on n'en voulait pas, parce qu'on disait que c'était la fille d'une chambrière. Mais pourquoi une chambrière? Mais sa mère, parce qu'on ne parlait pas l'espagnol à Paris, et qu'on ne savait pas que Camarera Mayor, c'était un titre, c'était la dame d'honneur de la reine d'Espagne, c'était pas une chambrière. Il va voir la belle Eugénie de Montijo et lui dit dites-moi, pouvez-vous m'indiquer le chemin de votre chambre? Parce que c'est un chaud lapin, Napoléon III. Et Eugénie lui répond mais le chemin de ma chambre passe par la chapelle, sire. La nuit de noces a été l'occasion de Napoléon III de connaître une femme vierge, ce qui était extrêmement rare dans sa carrière. Et cette nuit de noces va être absolument abominable. Elle va se passer au château de Villeneuve-l'Étang, près de Saint-Cloud. Et le château n'avait pas été chauffé depuis 3 générations. On a grelotté de froid. Napoléon III n'a pas su réchauffer gentiment et délicatement son épouse. Et le lendemain matin, on le sait, Eugénie confiera à ses dames de compagnie l'amour qu'elle saleté. Un jour, Napoléon III, que toujours les paupières lourdes, obscurcissant les hublots, voit une belle jambe sur un beau fauteuil avec une belle robe. Directement, parce qu'il ne mettait pas des circonvoluzioni, il va à côté, il met la main, c'était le cardinal de Bonne-Chose qui se reposait. L'histoire est vraie. C'est vous dire combien... il était gourmand, voire affamé. Il le dira, mais j'ai quand même été fidèle pendant 6 mois, dira Napoléon III, ce qui était un record absolu pour lui. Dès que de jolis yeux et une jolie poitrine apparaissaient, il disait « je suis là, je suis là ». Bon, il se frisait la moustache et c'était gagné. Et en fait, il l'a trahi toujours, mais il l'a aimé toujours. Elle a jamais... Alors il y a eu des bagarres, alors il y avait horreur des scènes de ménage. Ça l'horripilait. Et alors il avouait tout pour avoir la paix. Il a eu par exemple comme maîtresse la jolie petite Marguerite Bélanger, Margot la rigoleuse, comme on l'appelait, la Bélanger. Et quand on arrivait aux Tuileries, on disait « Est-ce que l'empereur est là ?» « Non, disait Eugénie, il est à Confesse. » « Comment il est à Confesse ? Il est chez la Bélanger. » Tout ça se passait comme ça. Eugénie était consciente. Elle est d'ailleurs allée voir Marguerite Bélanger en lui disant « Écoutez, je vous en prie, arrêtez, et vous allez le tuer. Il n'en peut plus, c'est un homme épuisé que vous achevez. » Donc Marguerite Bélanger va se retirer de la compétition. Donc, comme j'ai pu vous le montrer, il y a des critiques, notamment sur la première partie du Second Empire, et vous pouvez noter que suite aux critiques qui s'élèvent contre sa politique de répression, eh bien, Napoléon III cherche à renouer avec le peuple. Alors, vous pouvez noter qu'il souhaite surtout profiter de l'affaiblissement de ses opposants, après la loi notamment d'amnistie de 1858, pour allier à lui d'anciens républicains et les ouvriers.
Et il va faire aussi une autre chose, qu'on va voir avec donc un autre passage vidéo, qui est un peu l'acceptation à plus de liberté, toujours avec cet extrait de Un café, une histoire, hein, de 2016. Je vous laisse regarder ce passage qui permet de voir un petit peu quelles sont ces libertés que Napoléon III va égrener dans les derniers temps finalement du Second Empire. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens vers vous. C'est enfin le moment pour le nouvel empereur de lancer les grandes réformes sociales qui lui tiennent à cœur et avec l'épargne, développer la croissance, l'emploi, ouvrir les grands chantiers, bouleverser l'architecture urbaine, donner de l'espace à la circulation des hommes et des marchandises, juguler l'insalubrité porteuse des grands fléaux comme le choléra. Ces grands chantiers s'ouvrent simultanément à Paris, mais aussi à Lyon, Marseille et même jusqu'à Alger, où la construction d'un port moderne se poursuit. Sa politique visionnaire est en marche. Les questions sociales conséquentes au développement industriel se posent. Le chef de l'État va-t-il réussir à satisfaire ses ambitions? Sous Louis-Philippe, on disait épargner. Et si Napoléon III a pu dépenser, c'est parce que Louis-Philippe avait épargné. Napoléon III ne disait pas épargner, c'est dépenser, donner. Et en fait, c'est ainsi qu'il a agrené la croissance de l'économie, le développement de la France et le rayonnement de la France. Il a été obligé de prendre des dispositions assez autoritaires, de manière à pouvoir mettre en œuvre sa politique qui était très visionnaire. Car dans l'expansion du paupérisme, et en particulier dans certains entretiens qu'il a eus par la suite, son idée c'était l'emploi. L'emploi pour sortir de la pauvreté. Il y a une population qui veut travailler. Donc il faut du travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait des entreprises. Et ces entreprises, pour qu'elles existent, il faut qu'il y ait de l'argent. Et pour qu'il y ait de l'argent, mais il faut qu'il y ait des banques. Et la plupart des banques d'aujourd'hui ont été créées sous Napoléon III, dans cette optique, la banque pour les entreprises, pour l'emploi. Mais pour éviter que les banques fassent n'importe quoi, car dans l'esprit de Louis-Napoléon, l'État est là pour réguler la vie sociale, pas la vie sociale, la vie économique du pays, et bien l'État est placé au-dessus. Aussi bien dans le cadre dans lequel les rencontres se font, que dans un cadre législatif où justement l'État est là pour orienter les politiques, impulser, intervenir dans la politique économique et financière du pays. L'industrie est un phénomène essentiel de progrès. C'est des idées de progrès héritées du XVIIIe. Mais que si le capitalisme doit être favorisé, il doit être également contrôlé. Et contrôlé par l'État afin d'éviter, si vous voulez, que certains, notamment les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leurs bras à offrir, soient, si vous voulez, les victimes du système. Et donc, d'où la volonté de Napoléon III d'avoir un interventionnisme de l'État qui permette de protéger les plus faibles. Il se soucie de la misère ouvrière, qui est devenue très grande, et on a pu voir, sous la monarchie de Juillet, l'indifférence de la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie, à l'égard de la misère des ouvriers à mesure que se développe le machinisme, à mesure que se produit la révolution industrielle qui paupérise les ouvriers. Mais en même temps qu'il va essayer de la soulager, il va donner des armes à ses adversaires pour se faire battre. C'est-à-dire que c'est lui qui rétablit le syndicalisme. Napoléon III va les favoriser en leur redonnant ce droit de grève. Et donc, inévitablement, l'agitation ouvrière va se développer. Elle va se développer plus vite que les mesures en faveur des ouvriers seront prises par Napoléon. Et donc, ça aboutira finalement à l'explosion de la Commune. Bien, donc, comme on peut le voir, eh bien, certaines libertés sont accordées, plus largement donc, par Napoléon III. Vous pouvez d'ailleurs noter qu'à partir de 1860, le régime autorise le débat au sein du corps législatif et évolue progressivement vers une forme parlementaire. D'ailleurs, vous pouvez marquer en rouge parlementaire, et vous pouvez noter donc pour la définition de régime parlementaire que c'est un mode de gouvernement dans lequel le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle les actes du pouvoir exécutif. Ce qui veut dire que finalement le Parlement a une véritable possibilité de discuter, de critiquer notamment ce qui est fait par l'empereur. L'empereur garde la main, mais disons que
Il y a une liberté qui va être accordée plus facilement aux critiques pour essayer d'améliorer un petit peu le système dans lequel fonctionne ce Second Empire. C'est-à-dire que tous les petits problèmes qui pourraient poser des difficultés à ce Second Empire, notamment les critiques de l'intérieur de la part de l'opinion publique, eh bien, vont se retrouver dans le corps législatif. Ce qui va permettre, et ça vous pouvez le noter, que eh bien, le Second Empire va autoriser, par exemple, droit de grève en 1864, des réunions publiques en 1868, ainsi qu'une relative liberté de la presse en 1868. Et ceci montre que, eh bien, finalement, on a des manifestations d'un assouplissement du régime, vers plus de liberté. Conséquence, vous pouvez noter, de ces mesures, eh bien, le régime se consolide, avec une baisse notoire de l'abstention. Généralement, quand on a des élections, notamment législatives, entre parenthèses, quand je parle de baisse notoire de l'abstention, vous pouvez noter entre parenthèses qu'elle est à peu près à 19% lors de certaines élections, et l'affirmation de l'opposition, entre parenthèses, 45% des voix. Vous pouvez marquer d'ailleurs, après cette parenthèse, que donc l'affirmation de l'opposition, les résultats des élections législatives de 1869 traduisent d'ailleurs l'évolution du régime vers un empire plus libéral. En effet, vous avez 45% du corps législatif qui eh bien, est composé de l'opposition. Bon, c'est pas la majorité, mais ça veut dire que vous avez une grande part, quasi presque la moitié en fait, des personnes qui font partie des représentants du corps législatif, qui sont des opposants politiques, qui peuvent critiquer la politique qui est faite par le Second Empire, et ceux qui sont tournés vers l'empereur. Et donc on a un peu plus de liberté accordée notamment à cette opposition. D'ailleurs, et vous pouvez le noter toujours, que Napoléon III eh bien, nomme l'ex-républicain Émile Ollivier à la tête du gouvernement. Alors le plébiscite organisé, toujours noter que le plébiscite organisé le 8 mai 1870 vient confirmer le succès populaire de l'empereur. 2 points, les réformes opérées depuis 1860 sont approuvées à 83% par le peuple et intégrées à la Constitution. L'opposition républicaine s'affirme, toutefois, dans les grandes villes de façon très nette. Je rappelle qu'il y a toujours cette opposition entre les villes qui sont très dynamiques politiquement, où vous avez beaucoup d'opposition, et finalement les campagnes qui sont plutôt calmes, si on doit généraliser, segmenter un petit peu cette société, où on a une campagne plutôt calme. Voilà. Et donc finalement, ce Second Empire est plutôt bien vu durant cette période-là, notamment avec ces capacités de liberté accordées un peu plus librement, un peu plus facilement à la population. Voilà, eh bien on a terminé pour cette partie, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures, et puis eh bien je vous dis à mardi.